quand on est dans les études, et la plupart des étudiants le font, au moment où ils ont des projets tutorés, ils n'hésitent pas à échanger les informations entre eux, même si tous les maîtres de stage leur disent qu'il ne faut pas le faire, mais ils le font. Ils ont raison. Allègrement. Mais une fois qu'ils passent de l'autre côté, j'ai l'impression que l'information se tarie. Alors, qu'est-ce qui fait que du moment où on était étudiant et du moment où on est devenu pro, il y a une grosse barrière, on n'ose plus échanger sur les sujets. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le Déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on vous partage les cas concrets d'application du Lean dans l'industrie. Des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous les mêmes objectifs, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial, vous allez l'entendre à la voix. C'est le premier épisode qu'on fait live, où on se voit en face à face avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Arnaud, enchanté. Ça fait du bien de se voir en vrai depuis le coronavirus. En même temps on n'est pas très loin, parce que du coup je suis avec Sébastien aujourd'hui. Moi je suis originaire de Toulouse et je suis venu te voir à Castelnaudary, le capitale du cassoulet, et aujourd'hui on est chez qui? Aujourd'hui on est chez Maison Rivière, et effectivement ça fait du bien de se voir. La période a été relativement compliquée durant ces 2 ans, donc on en profite. Donc imaginez, vous qui nous écoutez, qu'on est tous les trois assis autour d'une table en train de discuter, ça fait toujours du bien. Est-ce que moi j'aimerais bien qu'on commence par s'arrêter sur ton métier chez Maison Rivière, parce que tu ne fais pas de la production à proprement parler, mais tu fais du Lean, et ça c'est quand même intéressant. Effectivement, donc mon métier premier n'est pas la production, mais la production est dépendante, puisque je m'occupe de la partie R&D, donc je suis responsable R&D chez Maison Rivière, sur lequel vous avez 3 sites, un site qui est situé à Mondragon, un site à Balel et ensuite un site à Castelnaudary. Et pourquoi on va venir sur le Lean Management? Eh bien, quand on crée une recette, ou en tout cas quand on développe un produit, on a forcément en tête ce que ça peut impacter sur les lignes et comment le formuler pour moins impacter ou mieux impacter, ça dépend comment on veut le prendre, les lignes de production, et que au moment où on fasse le transfert industriel, tout le monde soit partie prenante en disant le nouveau produit, il est pas si compliqué que ça et on va pouvoir le faire avec les cadences qu'on avait avant ou mieux que les cadences qu'on avait avant. Ça me fait penser à un épisode que j'ai fait il y a quelques temps. À l'heure où on l'enregistre, il n'a pas été diffusé, donc t'as pas pu l'écouter. Mais à l'heure où l'épisode sortira, il sera écouté, avec une professeure qui enseigne le Lean, j'ai oublié son prénom, et qui parlait justement de l'importance d'avoir les équipes qui font la partie méthode, en fait, qui définissent les produits, que ce soit du cassoulet, des ailes d'avion, des bouteilles d'eau. Il y a une équipe qui va concevoir et une équipe qui produit, et c'est important que l'équipe qui conçoit soit consciente en fait des enjeux de la production, parce qu'en fait c'est elle qui impacte le plus la production. Du coup ton métier il est génial en fait, t'es concepteur de cassoulet, on peut dire comme ça. On peut le résumer comme ça, effectivement. Tu conçois du cassoulet, c'est des recettes. Effectivement, je pense que la conception est de la même manière que quand on conçoit une aile d'avion. Ce qui est important, et dans tout le backup que j'ai pu avoir, c'est toujours d'avoir un lien avec la production. Parce qu'on a toujours besoin et que ce sera eux qui vont nous transmettre, en tout cas dans le retour, les premiers retours de ce que vous avez créé, c'est bien. C'est eux qui vont déguster en premier, ils auront la primeur par rapport au consommateur. Ah ouais, donc du coup, quand tu démarres une nouvelle recette, genre mettons là, je fais une nouvelle recette je vois plat préparé, du bœuf bourguignon, poulet basquez, cassoulet, peu importe. Il y a la première prod, on va dire la première fournée, vous la goûtez tous ensemble. En fait, dans l'idée, on aimerait que ça se passe comme ça. La personne qui va par exemple s'occuper du bouillon, qui va agrémenter le cassoulet, son mode opératoire de tous les jours, c'est bien de déguster son bouillon pour voir s'il n'y a pas une différence à ses bouillons précédents. Donc les premières préparations, il faut bien qu'elle sache si elle est à peu près conforme. Donc là, on va être référent en la matière en disant effectivement le bouillon d'aujourd'hui correspond à ce qu'on avait en tête, et c'est à ce moment-là où on va transmettre en fait une partie des informations qu'on a plus ou moins notées. Il y a tout ce qui va effectivement du compte rendu un peu sérieux qu'on a pu avoir, sauf que là on est sur le terrain avec les personnes, avec les papilles, effectivement, et le but c'est de transmettre le plus amicalement. Alors c'est vrai que le terme là est toujours un peu difficile en production, parce que on n'est pas amical, on essaie d'avoir aussi des objectifs, réduire son TRS, tous ces indicateurs, on a envie que ça avance, sauf que la première production est un grand moment à chaque fois
pour fixer la référence à tout le monde. Et puis la dégustation, on essaie de la mettre en place. On a essayé là, effectivement, chez Maison Rivière, mais on l'a fait aussi dans d'autres expériences que j'ai eues, où si on peut mettre le produit à disposition des personnes qui le souhaitent. Là, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, on a un petit labo qualité qui fait déguster tous les produits de la veille. Ok. On avait mis les produits de la veille. Pour ceux qui le souhaitaient, pouvaient le déguster. Trop bien. C'est assez intéressant. Et t'as dit du coup que tu essayais de garder un lien avec la production. Concrètement, de manière vraiment hyper concrète, tu fais quoi pour garder un lien? Parce que là, t'as ton bureau qui est juste à côté avec ta cuisine. Là, on voit ta cuisine où tu peux faire tes recettes et rester dans ton bureau. T'as pas besoin physiquement d'aller dans la production. Il y a pas. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est comme la notion des escaliers, tu vois. Il y a rien qui t'oblige réellement dans ton travail à aller sur le terrain. Donc, comment est-ce que tu fais pour garder un lien avec le terrain? Je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a aucune obligation à avoir ce lien, ou en tout cas à être lié à la production. Pour garder ce lien, il y a des choses très simples. La réunion qu'ils ont le lundi sur les plannings, une top 15, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours, mais c'est des indicateurs sur lesquels effectivement on peut y être régulièrement, au moins marquer notre présence. Et puis il y a des fois il y a des retours. Cette recette-là, ça fait 10 fois qu'on la travaille et 10 fois on a un souci. Donc du coup, là, j'aime bien cet exemple, il est très concret. J'ai le top 15. Toi, tu vas prendre aucune décision. Tout ce qui est dit, t'es pas acteur de cette réunion. Parce que le top 15, du coup, pour rappeler, c'est une réunion qu'on fait tous les jours qui dure 15 minutes, où on fait le bilan de ce qui s'est passé la veille et de ce qu'on doit faire aujourd'hui en termes de production, et on parle aussi de tous les incidents, des arrêts, de tous les problèmes qu'on a eus. Et du coup, toi, sur cette réunion-là, où normalement il y a que le responsable de production et les opérateurs ou opératrices, tu te dis, tiens, moi R&D, je vais venir en tant que spectateur, je vais pas forcément parler, mais je vais écouter. Et en plus, du coup, ça tombe bien parce que, en fait, ils parlent de problèmes souvent qui t'impactent, qui sont de ta faute, parce que c'est toi qui as fait les recettes en partie, et pas que toi, mais du coup, sur lesquels toi tu peux avoir une influence. Et du coup, ça c'est un exemple, je trouve, qui est assez simple, c'est de dire en fait, il y a des moments où les gens sont en train de parler des problèmes de l'usine, c'est une valeur lean très forte. Il faut juste être présent, quoi. C'est ce que tu fais. En fait, c'est juste marquer la présence. Pour moi, c'est important. On garde le contact humain et on a des fois tendance, effectivement, avec nos indicateurs, à se dire, moi, ce que j'ai fait dans mes indicateurs R&D, tout va bien. Effectivement, d'un point de vue dans R&D, ma bulle, tout va bien. La production, peut-être, ces indicateurs sont très bons et tout se passe bien. Sauf que si on oublie à un moment donné qu'on est tous une même entité et qu'on essaie d'avancer tous ensemble vers le même point, à un moment donné, on se perd. Donc, il est important d'aller à une fréquence régulière dans ce top 15. Donc, dans cette réunion, tous les indicateurs sont transcrits. Alors, chaque groupe ou chaque usine a sa façon de faire son top 15. Il y a aussi des top 5 pour y avoir participé, qui sont plus des mini-ateliers sur les lignes. Et là, des fois, on a des retours qui sont intéressants, puisque au moment où on va concevoir une nouvelle recette, on va penser à ça. On va l'avoir en tête. On n'aura peut-être pas formalisé, on n'aura peut-être pas écrit, mais on aura au moins une idée il y avait un transfert de pompe qui marchait moins bien sur cet endroit-là parce que mon produit était plus visqueux que d'habitude à telle température. Donc, est-ce que dans ma conception de recette, au moment où je vais dans mon petit laboratoire, est-ce que je fais une recette avec une viscosité supérieure ou inférieure? Donc, ça aussi, je peux le travailler dès le départ. Ça me fait penser à... Il y a un sport comme ça où les mecs, ils font tout le terrain à pied de leur parcours avant de le faire. Je sais pas, je crois que c'est en équitation ou en bobsleigh, je sais plus, mais en gros, ils font tout le parcours à pied et ils se disent, là, je vais faire ça, là, j'ai un saut, là, j'ai machin, etc. Et toi, c'est pareil, finalement, ta partie conception, ton vrai outil de travail, là où la pièce de théâtre va se passer, c'est l'usine. Donc, il faut que tu connaisses les contraintes. Là, j'ai une machine qui a un problème. Là, j'ai tel truc, ça engendre tel souci. Et en fait, parce que ça va impacter, du coup, ton produit final. Ton vrai produit final, c'est pas celui qui sort de ton labo. C'est celui qui sort de l'usine. C'est celui qui nous met le plus de stress, le premier produit qui va sortir, parce qu'on attend le retour du consommateur et le retour du client. Et c'est là où, effectivement, on a beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'on a eu en tête, ce qui a été validé. Et puis, on les a tous en tête. C'est même entre l'idée du client, ce que nous, on a compris dans la transcription, dans la recette, de ce qu'on a mis sur la ligne, de ce qui est réellement sorti. Il y a toujours un petit gap. Et on espère être le plus proche possible. Et pour reprendre ton exemple, en fait, il y a énormément de sports qui le font. Sauf que on n'ose pas mettre ces méthodes-là en entreprise. En rallye, ils le font, en F1, ils le font, et des fois, ils font le tour à pied ou ils font le tour en scooter, mais pour visualiser ce qui va se passer.
Et des choses qui sont aussi très concrètes en entreprise, des plans directeurs d'usine qui sont des fois à 3-5 ans. C'est souvent la partie opérationnelle. Et si on a la chance, ou des fois d'être sollicité, même dire la partie R&D peut être présente. Alors effectivement, on n'aura peut-être rien à redire, et j'en suis entièrement d'accord, mais au moins d'un point de vue lean management, de se dire que on a vu la ligne de ce qu'elle pouvait être dans 3 ou 5 ans. Ok, dans ma tête, il y a déjà une partie qui va se formuler comme ça. On va peut-être pouvoir... Déjà, on a un exemple hyper concret avec la Formule 1, tu vois. On pourrait se dire que c'est le plus important de mettre le plus d'énergie, d'investissement sur le pilote, sur la voiture, et en fait, en F1 aujourd'hui, ce qui fait gagner une course de F1, c'est l'équipe qui change les pneus, quoi. Et c'est génial. Moi, je trouve que c'est une super comparaison. En fait, une usine, c'est pareil. En fait, il faut regarder l'élément dans son ensemble, quoi. Il y a plein de services support comme toi autour qui sont là pour aider à la production. Et il faut se concentrer là où on a les goulots d'étranglement et là où on peut avoir le plus d'impact, quoi. Et impliquer tout le monde. Alors, il y a une chose que j'ai appris dans mes expériences précédentes et sur les qui peuvent paraître surprenantes, mais un tour d'usine de manière régulière, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Tu fais tous les combien, toi? J'essaye de le faire tous les 2-3 jours, mais si je peux le faire tous les jours, en tout cas c'est ce qu'on m'a plus ou moins inculqué, je le fais. Et un tour, donc un quart d'heure, quoi. Un quart d'heure. Suivant la taille de ton usine. Voilà, ça va dépendre de la taille de l'usine. Et puis, si l'usine est vraiment très grande, on va faire des focus par atelier. Mais au moins, ça permet, on connaît tout le monde. On les a tous repérés. On sait qui est qui est là maintenant, c'est qui on aura besoin pour un projet. Il y a des problèmes sur la ligne. C'est à ce moment-là, des fois, on les voit. C'est souvent ce qu'on se dit à chaque fois qu'il y a une visite, il y a des soucis. Peut-être que si on fait aussi la visite, on aura peut-être des soucis aussi. Donc, on va peut-être pouvoir essayer d'y réfléchir. Et puis, ça permet aussi d'avoir une certaine cohésion. Je suis présent, je vous ai dit bonjour, on s'est dit bonjour, il y a à un moment donné une rencontre entre les services. Dans quel état ce genre de conseils-là, je les adore. Ce qui sont très pratiques, c'est les gars, allez tous les jours, vous marchez 10, 15, 20 minutes dans votre usine. C'est pas du temps perdu, promis. Ok, c'est le conseil, il est la pratique. Sauf que c'est comme si je te disais demain de te mettre à courir tous les jours. Peut-être que la première fois que tu vas y aller avec tes chaussures de ville et une chemise. Tu te mets pas dans les meilleures conditions, tu vois, pour faire cet entraînement. Et après, à force de comprendre, tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire, ouais, en fait, il vaut mieux des baskets, il vaut mieux un t-shirt respirant, pense plutôt à courir le matin, bois un verre d'eau. Et t'as des petits détails qui font qu'en fait, ton entraînement régulier, il est beaucoup mieux. Du coup, là, tu m'as dit, ok, on fait un tour dans l'usine. C'est quoi les petits détails qui font que ce tour dans l'usine, en fait, il est payant, quoi. Dans quel état d'esprit? C'est quoi les tips, quoi? C'est quoi les astuces? Alors, il y a 2 types d'astuces qui sont assez révélatrices, en fait, de ce qu'on peut y voir. Il y a la première qui est assez simple. Si vous êtes 2 à faire un tour d'usine, qu'est-ce que vous avez pu voir l'un l'autre? Ça peut être un aspect sécurité. Tiens, j'ai vu, ils étaient sans bouchon d'oreille. Donc déjà, tu as un premier truc, moi, auquel j'aurais pas pensé, ne pas faire le tour tout seul. En fait, il peut y avoir le responsable de production qui fait son tour d'usine. Il peut y avoir une autre personne. Ça peut être le DG, ça peut être le service qualité, ça peut être un autre service, un tiers. Et on en parle. Ok. Qu'est-ce que tu as vu ce matin? Ah bah tiens, ce matin, effectivement, sur la ligne, ils ont eu quelques difficultés parce que sur tel endroit de la chaîne, il y avait un petit escabeau et puis ça marchait pas très bien. Ok, vous l'avez dit? Bah non, tu sais, ça fait plusieurs mois que ça marche comme ça et puis on s'est habitué. Bon, du coup, même si on est à ce moment-là pas forcément acteur, on va peut-être essayer de revoir la maintenance, on va dire tiens, ils m'en ont parlé, qu'est-ce que tu en penses? Donc, première astuce, essayez d'en parler avec une autre personne. Si on est tout seul, ça ne sert pas à grand chose. Okay. Il y a toujours une phrase que je garde, le savoir est utile que si on le partage. Le savoir n'est utile que si on le partage. C'est une belle phrase. Voilà. Donc, et après, une deuxième astuce, c'est des petits réflexes. Ça peut être un aspect sécurité, ça peut être un aspect sur la ligne, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on aimerait ne pas voir aussi. Il y a des choses il faut faire une visite d'usine comme si on venait une première fois dans un lieu et en se disant, tiens, j'aurais bien aimé voir ça. Alors, ce conseil-là, je l'adore. Mais honnêtement, je l'entends, je trouve qu'il est très bien ce conseil. Tu dis, viens et essaye d'avoir un regard neuf, comme si c'était la première fois que tu venais. Ça fait combien de temps là que tu travailles chez Maison Rivière? Ça va faire quelques mois. Quelques mois. Ouais. Comment tu fais après quelques mois, après quelques années pour comment tu te conditionnes, tu vois? C'est quoi la gymnastique mentale ou peut-être physique? Alors, c'est pas c'est la gymnastique, effectivement. En fait, le plus grand risque, c'est l'habitude. Ouais. C'est on ne voit plus. Et il y a une référence qui est assez facile pour ceux qui nous écoutent.
quand vous êtes sur votre route de tous les jours, les panneaux qui vous entourent n'existent plus, vous ne les voyez plus. C'est pas faux. Et ben, la même chose, à un moment donné, prenez un matin, prenez le réflexe de dire, tiens, est-ce que je reprenais un petit peu comme quand on a fait nos premières heures de conduite, qu'on nous a dit, il faut lire tous les panneaux. Et ben, c'est un peu ça, cet exercice-là. C'est relire, en fait, les lignes, soit avec un mode opératoire, soit juste demander à la personne. Donc, en cas pratique, dans ta tête, tu dirais, j'essaye de me faire, tu vois, j'aime bien les trucs très concrets. Genre, on refait un tour d'usine. Demain, vous allez refaire un tour dans votre usine. Et dans votre tête, vous listez tout ce que vous voyez. Donc, c'est ça, une checklist. Ouais, comme ça, et même des trucs qui paraissent évidents, et peut-être d'être même le plus détaillé possible dans sa tête, histoire de, justement, revoir ce que notre cerveau fait exprès de plus voir. Parce que, il y a un truc qui est extraordinaire aussi avec, tu parles de la vision. Le trajet sur la route, c'est un très bon exemple. Il y a un exemple qui est encore plus génial. Il y a un objet qu'on voit dès qu'on a les yeux ouverts, on le voit tout le temps, mais notre cerveau décide de l'effacer. L'exemple... Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, le frigo, par exemple, que tu ouvres 20 fois et l'objet, il est devant toi. Et moi, je parlais du nez. Oui. Le nez, en fait, notre cerveau, il efface. Donc, si notre cerveau, il arrive à effacer quelque chose qui est physiquement collé à nous, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des trucs dans l'usine qu'on voit plus, en fait. C'est des choses que on a tellement l'habitude de voir comme ça qu'on le voit plus. Et t'as dit un autre truc que je trouvais génial tout à l'heure. Je trouve que ça, c'est dramatique à quel point, comme l'être humain s'adapte tellement vite aux choses, parce qu'en fait, on a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on est toujours en vie. Et bien, en fait, des problèmes vont devenir le quotidien en un rien de temps, quoi. Oui, mais du coup, maintenant c'est comme ça. Toi, tu vois que c'est un problème parce que c'est la première fois que tu le vois. Nous, ça fait 6 mois qu'on l'a, 1 an qu'on l'a, et maintenant ça fait partie du métier. On s'est habitué, et voilà. Ça veut pas forcément dire que la direction n'a rien voulu faire, ou peut-être qu'on a oublié de le dire, mais parce qu'en fait, les choses deviennent des habitudes à une vitesse folle, quoi. Surtout quand tous les jours, t'es dans des processus quand même qui sont assez routiniers de production. Enfin, même si vous avez plusieurs références de produits, finalement, ta routine, elle va vite, quoi. On arrive très vite dans une routine, et puis on a tendance, effectivement, à oublier ces petites choses qui nous encombrent plus ou moins la vie. Mais quelque chose qui est commun à tout le monde, payer le loyer. Mais comme c'est fait par virement, on s'en rappelle plus, on sait plus où on en est. Enfin, c'est fait. Donc, il est plus dans notre esprit. Et il y a aussi une autre astuce qu'on peut utiliser. Après, ça c'est selon les équipes. C'est quand on a des apprentis ou des stagiaires, ils ont ce regard parce qu'ils sont ils sont tout récents dans le métier. Ils ont jamais vu une ligne et ils ont énormément de questions. Alors effectivement, à ce moment-là, c'est difficile de leur dire tes questions, effectivement, c'est pas hyper intéressant. C'est pas ça qu'il faut comprendre dans leurs questions. Ce qu'il faut y voir, c'est comment moi je m'y suis habitué. Qu'est-ce qui fait que sa réflexion en est arrivée là, et comment je peux faire pour que le prochain qui vienne à sa place, ça lui paraisse pas inhabituel, ou en tout cas, qu'est-ce que je peux lui transmettre. Donc, essayer de recomprendre le processus. Si on me dit que je dois mettre mon poste de telle manière, avec la caisse de telle manière, mais il y a peut-être une raison. Mais si on m'explique pas, donc il faut prendre ce temps et essayer de comprendre en fait la question qui en découle. Donc les alternants ou les stagiaires, j'adore cette partie-là parce qu'ils ont ce regard qui nous oblige à réviser le pourquoi du comment des choses. Et oui, puis ils arrivent et moi je suis d'accord avec toi. C'est en gros le mec qui va dire mais pourquoi est-ce que vous foutez les pots là sur l'étagère? Et toi tu vas lui répondre je sais pas. T'as raison. En fait c'est vrai que on le fait parce qu'on le fait, mais en vrai on pourrait très bien les laisser par terre parce qu'ils vont être repris et en fait ils vont poser des questions un peu candides quoi, qui nous font nous rendre compte des fois des absurdités du quotidien, ou alors de choses qu'on fait qui sont hyper importantes comme tu disais, mais si on n'explique pas pourquoi elles sont importantes, peut-être que les gens ne les feront plus demain. Il y a un exemple tout simple. Il y a 2 bacs de légumes qui sont pesés en quantité équivalente, 50 grammes de l'un, 50 grammes de l'autre. Ils ont à peu près la même densité, sauf qu'il y a une personne qui met un légume, il y a une personne qui met un autre légume. Et pourquoi vous mélangez pas les deux et ils pèsent les deux en même temps, puisque ça va être un mélange homogène? On s'est pas posé la question. On nous a dit de faire comme ça. Effectivement, on vous a dit de faire comme ça et vous avez très bien respecté la règle. Mais essayez comme ça pour voir ce que ça donne. Ouais, ça marche bien aussi. Et ça perturbe pas le processus. Et ça perturbe pas le processus. Et on a un mélange. Et c'est plus simple. Et puis on a une personne en moins, mais qui est réattribuée à notre poste. Et donc du coup, c'est plus agréable. Non, mais alors ça, on va pas revenir. Ça, c'est un débat. Je pense que dans ce podcast, je crois que je l'ai assez eu, mais on peut le réavoir. C'est ça.
Et un opérateur en moins, ça n'existe pas en fait. Une usine qui produit plus, c'est une usine qui embauche plus. Moi, des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, je vous invite à en discuter en commentaire. Mais alors là, il y a aucun souci, vous pouvez m'appeler, on peut en discuter. Le Lean ne fait pas licencier des gens, il en embauche. Ça, c'est la réalité de terrain. Du coup, pour continuer quand même sur donc les exemples, moi j'aime bien ces exemples et surtout les trucs très pratiques. Tu dis donc faites un tour de votre usine tous les jours à 2 et aussi en ayant un regard candide, un regard neuf. Donc les tips pour ça, c'est soit vous listez les choses que vous voyez et du coup ça vous aide ça fait repoper, réapparaître des choses que vous voyez plus, ou alors vous venez avec un alternant de troisième, de stage de fin d'études, ou avec même des gens de l'extérieur, ça peut marcher aussi. Et ils vont voir des choses que vous aviez plus l'habitude de voir, et ils vont vous poser des questions que vous posiez plus. Et c'est ça qui aide aussi à se remettre en question, à se réapproprier en fait les choses du quotidien. Et il y a une chose qui est importante, je pense que tu l'as suffisamment souligné, c'est qu'en fait ce temps qu'on va prendre là, c'est pas un temps perdu. Et effectivement, dans nos courses au temps où on essaye de toujours grappiller un petit peu de temps, les réunions, il faut qu'elles fassent que 15 minutes, il faut qu'elles fassent que 5 minutes si c'est un point. Mais le temps là que vous êtes en train de visiter l'usine, mentalement, vous êtes en train de faire évoluer votre usine. Vous êtes en train de voir des choses que vous êtes pas forcément au courant. Vous avez les schémas, vous avez les plans, vous avez tous les indicateurs. Il y a un truc que vous avez oublié, c'est le terrain. Ce que tu dis là, je trouve ça hyper important. Il y a un exemple que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui disait sur ce que tu dis, en fait, il disait si jamais vous allez à la muscu, à la salle de sport, un jour, vous n'allez pas vous attendre à avoir des résultats en un jour de salle de sport. Vous n'allez pas vous attendre à avoir des résultats le deuxième jour non plus, ni le troisième, ni même au bout d'une semaine, ni même peut-être au bout d'un mois. Ça prend beaucoup plus de temps d'avoir des résultats dans la salle de sport. Et du coup, en fait, c'est pareil pour la visite d'usine. Il y aura pas de résultats le premier mois. Vous allez peut-être voir des petites choses, un peu comme la salle de sport. Tu vas peut-être remarquer que tu vas peut-être voir un muscle apparaître, ou tu vas peut-être sentir un peu mieux. Mais il n'y aura pas de changement drastique. En fait, le changement, il va se faire tout doucement, sans que tu t'en rendes compte. Et un jour, peut-être au bout de 6 mois que tu as fait tes visites d'usine, toi, tu vas avoir un déclic et tu vas voir tous les changements que tu as fait et tu vas être devant le miroir comme à la salle de sport et tu vas te rendre compte que d'un coup, tu vas voir en fait parce que tu te vois pas changer et sauf que ton cerveau d'un coup, il snap et il voit en fait les grosses évolutions. Et c'est ça, je pense, qui est difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, comme tu le dis, dans cette chasse au temps, à la performance, à l'optimisation, on néglige que ce quart d'heure-là, comme on n'en voit pas la rentabilité directe, on le fait pas finalement. C'est peut-être pour ça que les gens font pas ça, c'est parce que la rentabilité à court terme, elle n'y est pas en fait, dans aller faire un tour d'usine. Il n'y a pas effectivement de court terme. Et puis, on a une tendance, même si on réfléchit des fois à moyen terme, on oublie ce long terme, ce long processus. Les usines, elles ont peut-être 20, 30 ans, et peut-être qu'il y en a un siècle. Mais les usines du siècle dernier, majoritairement, n'existent plus. C'est vrai. Elles ont disparu. Donc, on va avoir effectivement une progression et qui va prendre du temps, qui sera peut-être même pas pour nous, qui sera pour le prochain DG ou le prochain lean manager qui va être sur la ligne. Et ce qui est pour moi intéressant, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être 2 personnes, parce qu'il y a toujours une personne qui va entraîner l'autre. Si on n'a pas de coach, quand on fait de la muscu, quand on fait un sport, on peut le faire 20 ans de la même manière, mais le faire mal. Et pourtant, on se sera donné tout ce qu'on pouvait. Et on le fera toujours mal, on sera moins vite que les autres sans comprendre le pourquoi du comment. Et puis à un moment donné, on va courir avec une autre personne, puis elle va regarder, elle va dire pourquoi tu cours comme ça? Mais j'ai toujours couru comme ça, et ça me va très bien. Donc, c'est les petites habitudes, effectivement, c'est ce qu'on voit sur les lignes, ça fait 20 ans qu'on le fait comme ça, il n'y a pas de raison, ça marche très bien. Mais on échange, qu'est-ce que tu en penses? Essaye. Je suis totalement d'accord, ça me fait penser à un sujet que j'avais abordé sur LinkedIn et qui me tient énormément à cœur, de plus en plus en fait. Depuis que j'ai démarré Déclic, j'ai dû visiter au moins une centaine, voire peut-être plus de 200 usines. Je n'ai pas le compte exact, mais j'en ai vu beaucoup, tu vois. Et c'est une force extraordinaire. J'ai pas passé des journées ou des mois dans ces usines, c'est des visites assez courtes à chaque fois, mais j'ai vu plein de processus de production différents, plein de manières de faire différentes, plein de managers, etc. Et quand je discute avec mes interlocuteurs en face de moi, comme des responsables de production, des gens de la R&D comme toi, souvent ils ont connu une usine ou
des fois 2 parce qu'ils ont fait leur stage dans une autre usine. Tu vois, ce qui est quand même très pauvre. Et des fois, je tombe sur d'autres gens qui ont vu, je sais pas moi, ils ont 26 ans, ils ont déjà fait 4 usines différentes. Tu vois. Et je fais le parallèle avec les mecs qui font du foot. En fait, c'est plus tu fais de club, plus tu vois style de management, d'apprentissage, et mieux, mais meilleur t'es. Normalement, tu vois. Enfin, ça joue aussi, tu vois. Et je pense que le fait que les gens changent d'usine, ça aide aussi à ce que tu disais, de voir des nouveaux processus, de comparer avec l'ancien, de voir des nouvelles, et puis d'avoir, t'imagines, enfin, si les responsables de production, ils changeaient d'usine tous les 2 ans, il y aurait une richesse, je pense, en termes tu vois, de procédés, de management, de plein de choses. C'est très dingue. En fait, je pense que c'est une réflexion qu'on a eue aussi de manière commune sur la partie synergie. Alors, on a beaucoup dans les labos de recherche, CNRS, le CEA, ils ont en fait des échanges avec les autres laboratoires, un peu de manière transparente, en s'appelant, en leur demandant leur état de leur recherche. Et en agroalimentaire, mais dans d'autres domaines, la chimie, la pétrochimie, c'est des fois plus compliqué d'avoir une synergie, de se rendre compte, de se voir, ne serait-ce que vous faites quoi aujourd'hui, parce que on se dit on a un savoir-faire, on ose le transmettre. Mais on a peut-être des domaines de compétences qui sont équivalents, et puis on voit bien, on est plusieurs acteurs à faire la même chose. Et si on pouvait le faire un peu mieux et dans de meilleures conditions, c'est bien pour tout le monde. De toute façon, qu'est-ce qui va vendre à la fin? Ça va être le marketing qui va faire un fronton, qui va faire de la pub. Mais dans l'usine, exactement, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir s'améliorer un petit peu? Ce qui serait effectivement intéressant, mais à mon avis, là, on est qu'au balbutiement, c'est d'avoir des échanges ou des colloques où il y aurait toutes des responsables de production qui seraient entre eux, qui ils échangeraient sur des gros dossiers. Sans dire gros dossiers, mais moi, je pense que c'est en train de se faire générationnellement. J'ai l'impression que petit à petit, cette notion de une vie, une entreprise, donc une vie, une entreprise, un CDI, elle est en train de se transformer en une vie, plusieurs entreprises, plusieurs CDI et peut-être même plusieurs métiers différents. Tu vois, même si on va un peu plus loin. Donc je pense que générationnellement, on va arriver et on le voit où les gens, c'était rare il y a 20 ans. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que ça n'existait pas il y a 20 ans. Un mec, il avait fait une usine toute sa vie ou une entreprise, tu vois. Aujourd'hui, on commence à voir des responsables de production qui, au bout de 5 ans, 10 ans, changent d'usine, vont fabriquer d'autres choses, tu vois, même, ou alors restent dans le même secteur. Donc, je pense que c'est ça aussi qui va amener la richesse, parce que, tu vois, les colloques dont tu parles, les grands projets, tu vois, moi, j'ai un problème avec les grands projets. Pour moi, les grands projets, ça marche jamais. Ça marche pas. C'est des grands trucs, c'est des petits trucs qui font la différence, tu vois. Comme tu le disais, c'est pas genre, tu dis pas, tiens, on va passer une semaine sur la ligne, on va inviter tout le monde. Donc, tu dis, ouais, j'y vais tous les jours, tous les 2 jours, avec quelqu'un. Petites actions. Tranquillement, tu vois, parce que quand tu commences à mettre en place des grands projets, ça foire tout le temps. C'est toujours il y a plus qu'à, il faudrait que, il se passe rien. On est d'accord. C'est pour ça qu'on a réussi, par des petites choses, à être présent ici, à se réunir pour discuter effectivement de ce sujet-là. Et il y a des petites choses qui se font effectivement quand on est sur des tours d'un salon, quand on voit d'autres personnes. Et pourquoi je te parle en disant grand projet? Parce que quand on est dans les études, et la plupart des étudiants le font, au moment où ils ont des projets tutorés, ils n'hésitent pas à échanger les informations entre eux, même si tous les maîtres de stage leur disent qu'il ne faut pas le faire, mais ils le font. Ils ont raison. Allègrement. Mais une fois qu'ils passent de l'autre côté, j'ai l'impression que l'information se tarit. Alors peut-être que ça va évoluer, mais des fois ils ont du mal à garder ce lien qu'ils avaient. Alors qu'est-ce qui fait que du moment où on était étudiant et du moment où on est devenu pro, il y a eu une grosse barrière, on n'ose plus échanger sur les sujets. Ouais. Pour moi, c'est la culture, c'est la vieille culture managériale de tout est confidentiel et si tu fais une bêtise, on va te taper sur les doigts. Donc tu préfères rien faire plutôt que de faire une connerie. Mais c'est en train de changer, je pense. Je le sens. Non, on est bien parti à ce niveau-là. Après, toujours dans la partie, on va dire, amélioration ou vision de l'entreprise, il y a souvent des personnes qui sont liées à la gestion des coproduits. On va les mettre sur du RSE, on va les remettre sur l'environnement, qu'est-ce qu'on fait de nos coproduits. Et coproduits, alors c'est tout ce qu'on va jeter. Ok. On appelle ça des coproduits parce que c'est plus joli. Oui, en gros, quand vous faites un bouillon avec des légumes, les légumes vous les utilisez pas forcément, c'est que le bouillon qui va vous intéresser, donc les légumes, il faut les revaloriser. Voilà, par exemple. Ça peut être ce cas-là. Je l'ai vu ultérieurement avec des coques de céréales vides.
qui effectivement une coque de céréales de vide n'intéresse pas en soi, mais si vous la broyez et vous l'incorporez dans une pâte à tartiner, vous avez une pâte à tartiner qui croustille et vous n'avez pas acheté le produit. Mais des idées comme ça, c'est en faisant un tour d'usine, parce que c'est concret en soi. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, c'est simple à mettre en œuvre et on n'a pas brûlé beaucoup de gaz, mais on s'est juste posé la question de tiens, j'ai fait ça à la maison et j'ai vu des personnes sur la ligne qui sont venues vers moi en me proposant des produits parce qu'ils les avaient fait à la maison en se disant j'ai essayé avec des trognons de pommes par exemple de faire de la gélatine à la maison. Enfin, c'était pas de la gélatine, c'était une petite confiture juste avec des trognons de pommes et ils en sont sortis avec ça. Donc du coup, ils ont fait un recyclage eux-mêmes et ils ont proposé parce qu'ils ont échangé, parce qu'ils m'ont reconnu en tant que personne et puis du coup, ils se sont dit tiens, si je proposais cette idée-là. La richesse des échanges, ça c'est un sujet, on n'arrivera jamais à. Je pense que les gens sont convaincus de ça, mais c'est l'application qui est une problématique et qui met du temps. Faudrait trouver un petit hack pour qu'il y ait des petits trucs, tu vois. On a essayé de lancer ça. C'est moi j'aimerais bien lancer, tu vois, de manière très régulière. Je suis sûr que tu vas me dire oui, donc j'anticipe déjà. Mais tu vas faire en sorte que il y ait des visites d'usines croisées entre responsables de production, directeurs, DG, etc. Mais vraiment croisées, genre tu prends 5 personnes et ces 5 personnes elles vont visiter la semaine d'après, tous les midis, le matin ils vont voir l'usine de l'autre, ils mangent ensemble et ils font les 5 usines tu vois en une semaine. Et comme ça tu vois 4 autres usines, toi t'as montré la tienne et t'apprends plein de trucs. Et des mecs qui font du cassoulet, des fenêtres, des pneus, on s'en fout. Il vaut mieux justement mélanger même ou du même secteur, mais peu importe, c'est pas grave, tu vois. Et là, tu créerais du coup énormément. Je suis sûr que ça générerait des trucs comme ça où vous diriez tiens, on a nos noix, ça pourrait être utilisé dans la fabrication de vos pneus ou ça pourrait. C'est comme ça qu'on crée souvent des nouvelles filières. En plus, c'est par des hasards. Mais si on arrivait à déclencher ces hasards, on arriverait à partager beaucoup plus, tu vois, tous les trucs d'amélioration, les tips dont tu parles, etc., les organisations, les 15 minutes, les 5 minutes, les modes opératoires différents, les projets Lean qu'on est en train de mettre en place. Parlons de projet Lean, du coup. Est-ce que t'en as mené, j'imagine, t'en as un peu suivi certains ou d'amélioration continue t'as dû faire dans l'usine ou dans tes vies précédentes? Alors, il y en a un, mais du coup, j'ai pas le droit d'en parler parce que tu m'as dit, on parle pas de déclic. Donc, j'en parlerai pas. Non, tu peux en parler, mais en fait, moi, je voulais en parler d'un qui a pas marché. Voilà, mais, donc, on peut pas parler de déclic. Non, en fait, dans le lean management, c'est pas mon poste premier. Je côtoie souvent les personnes qui en font. Voilà, j'ai eu des personnes qui étaient en face de moi qui faisaient du TRS, sur lesquels on a pu échanger sur les dossiers, du comment on peut améliorer. L'exemple que j'ai pris sur les céréales, globalement, se fait de l'amélioration Lean, c'est-à-dire qu'on a réutilisé un produit qu'on jetait qui était d'une usine A qui allait vers une usine B qui était en mélange, et puis du coup on a eu une saveur de l'année avec dessus. Donc un produit en fait qui à la base nous embêtait puisqu'il fallait gérer un flux de déchets, il fallait trouver. Donc là on a complètement fait une boucle. Et on est en local et on a toute une histoire à raconter. C'est génial en plus. Donc ça marche. Là où effectivement il y a eu plus de difficultés, et c'est pour ça que quand que ce soit des boutons ou que ce soit d'autres solutions de lean management ou peu importe le nom qu'on lui donne, des mesures de TRS avec un chronomètre, dans tous les cas ça va marcher. Mais ça va marcher que si on en a envie. Pour l'avoir vu, des choses qui ne marchent pas, mettre un chronomètre sur des bassines de cuisson par exemple. En se disant, si on fait la bassine de cuisson, ça va être répétable, on va pouvoir optimiser et ils seront toujours dans les temps. C'est peut-être oublier qu'il y a un produit qui est une matière première, brute, qui va pouvoir travailler de manière différente. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, la bassine A va peut-être pas cuire aussi bien que la bassine B, même si c'est le même matériel, il peut y avoir une défaillance au niveau d'une buse. Et puis, au moment où on a fait la mesure, ma machine en bas, elle a moins travaillé que d'habitude, il y a eu des blocages. Du coup, les chronomètres, ont fini par devenir obsolètes. Ils ne les mettaient en route, plus ou moins, que pour faire plaisir aux personnes qui les regardaient. Mais quand je demandais aux opérateurs ce qu'ils en faisaient réellement, ils me disaient on peut pas gérer ce genre d'outils, c'est pas possible. Pour nous, ce n'est pas utile dans la fabrication du produit. C'est exactement ça. Donc effectivement, d'un point de vue purement mesure, le jour où on fait le test, tout le monde est là. Donc la personne qui mesure la ligne est présente, les chefs d'équipe sont présents, le responsable de production est présent. Donc tout va bien, tout marche bien, on a gagné du temps. Mais sauf que le lendemain, quand tout le monde est parti, et c'est pour ça que je reviens sur mes visites, j'oublie pas mon objectif premier, on se rend compte qu'ils les utilisent pas. Mais pas du tout. Parce que dans leur utilisation du quotidien,
ce n'est pas faisable parce que ils ont eu plein de contraintes, parce que peut-être en amont de la ligne, il y a eu d'autres difficultés, il y a eu un cutter qui n'était pas en route, qui n'était pas bien réglé. Du coup, il n'y a pas le même débit. Donc, du coup, mon thermomètre qui était fixé pour un temps donné marche plus parce qu'il n'est pas variable, parce qu'il n'est pas humain, parce qu'il n'y a pas la matière derrière. Donc, des projets, oui, peuvent marcher si on a bien conscience de ce qu'on veut faire, vers où on veut aller. C'est comme un test de psychologie. On mesure pas tout d'un coup, on mesure un caractère. Puis surtout, dans ce que tu dis, c'est on implique. En fait, on est au service d'eux. C'est ça. Et cette notion, moi, je trouve que tu transpires bien et qui est hyper intéressante. C'est ton exemple, il est génial pour ça. C'est en fait, vous êtes au service de la production. C'est pas à la production de vous rendre des comptes. C'est ça. En fait, c'est un peu ça le principe, c'est que vous êtes là pour aider la production. Si vous mettez en place quelque chose qui vous aide vous, ça doit pas être au détriment de ceux qui produisent. Mais je pense que tu as bien résumé. C'est qu'on n'est pas là dans le sens où on va obliger les choses, parce que quand on oblige les choses, on a du résultat immédiatement. On est d'accord. Mais dans 10, 15 ans, on va dire... Même une semaine. Hein. Ouais, j'essaie d'être large. Je garde mon optimisme jusqu'au bout. Mais non, on sait très bien, c'est dès qu'on aura le dos tourné ou dès qu'on va passer à autre chose, ça va disparaître. Et puis ce qu'on avait visualisé, ou en tout cas quand on va revenir devant la ligne, ils vont le faire comme on avait dit. Sauf que tous les jours, ils le font pas comme ça. Moi, j'ai un exemple extraordinaire là-dessus. Je ne veux pas nommer l'entreprise mais de toute façon tout le monde, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dedans. Je ne parle pas de votre entreprise, mais je suis sûr que c'est arrivé chez vous aussi. Une entreprise qui fabrique des produits, les opérateurs ont sur leur poste de travail des ordinateurs, comme dans beaucoup d'entreprises ça arrive parce que maintenant tu as les plans des produits que tu fabriques sur ton ordinateur, ce qui est pratique, et donc ils sont aussi connectés sur ordinateur à l'ERP. Génial, très bien, tout va bien. Et du coup la direction veut comprendre les arrêts qui se passent sur cette ligne-là. Et comme c'est des opérations où c'est pas des machines, c'est des opérations humaines, on peut pas mettre des capteurs. On peut pas connecter ça, même si d'ailleurs, souvent quand on a des machines, mettre des capteurs, c'est pas non plus hyper bien. Bref. Et donc ces humains-là, on a envie de comprendre les erreurs, enfin pas les erreurs, les choses qui leur font perdre du temps. Donc avant, on leur demandait quoi? De remplir une fiche de non-conformité. Dès qu'il y avait un problème, ils remplissaient une fiche, ça leur prenait 1 à 2 minutes. Bon, le responsable de production, à la fin de la journée, il en avait 50. Il passait 1 heure par jour à les rentrer sur Excel. Bref, ça c'est un autre problème. Et là, du coup, ils se disent, tiens, on va digitaliser ça. Et donc, du coup, comme nous, on est en haut à la direction, et qu'on envoie notre cahier des charges à notre fournisseur de ERP, on lui dit, voilà, il faut que, voilà la fiche de non-conformité, vous mettez ça sur l'ERP. Et jamais on pose la question à un opérateur, à un chef d'atelier, à personne du terrain. Et donc on fait un projet, ça doit coûter, je sais pas, un développement comme ça, c'est hallucinant, ça coûte 200 000 euros, 300 000 euros, tu vois, c'est des grosses boîtes, c'est des gros montants, mais c'est des gros systèmes, c'est du sur-mesure, ça paraît fou qu'une fiche de non-conformité. Mais en fait, quand tu regardes la complexité du système et tout ce que ça implique et le temps que ça prend, oui, ok, ça coûte ça. Sauf qu'en fait, ce truc-là, en plus, quand il est mis sur le terrain, première semaine, comme tu dis, c'est utilisé. Parce que forcément, on a gueulé, les gars, on a dépensé 200 000 balles, maintenant, vous allez pas faire chier, vous allez m'utiliser ça. Les mecs, ils l'utilisent. Sauf qu'à un moment donné, plus personne l'utilise. Et puis là, on se dit, mais attends, putain, génial, il n'y a plus d'arrêt. Oui, du coup, les mecs se disent, génial, il n'y a plus d'arrêt. Je sais pas s'ils se sont dit ça, en vrai. Par contre, quand ils sont descendus sur le terrain et quand ils discutaient avec les mecs, ils se sont rendus compte d'un truc auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Les mecs, ça leur prenait 10 minutes sur l'ERP, le temps de se connecter, de remplir, de machin, etc., pour déclarer un incident qui allait leur prendre 3 minutes à régler. Déjà qu'ils perdaient 3 minutes, ils n'allaient pas en perdre 10 de plus juste pour remplir ça. Alors qu'avant, sur papier, ça leur en prenait 1, ou 2 minutes, tu vois. Donc en fait, c'est un exemple, je trouve, qui est génial, c'est que l'amélioration continue, comme tu dis, elle se passe d'abord sur le terrain. C'est d'abord les opérateurs. S'il y a une personne à qui tu dois demander envie, c'est à eux, quoi. C'est eux qui vont l'utiliser. Et c'est pas à eux de te rendre service, en fait. Parce que finalement, faut pas oublier que c'est eux qui vont créer la valeur, si on parle en termes purement économiques, de l'entreprise. C'est eux qui génèrent le chiffre d'affaires de la société. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, j'ai en tête un exemple qui est assez fort.
je vous encourage à aller voir Fulloscopy. Alors ça c'est plutôt pour la note à côté, mais sur la gestion de foule et en tout cas sur les flux. Fulloscopy. Ouais, parce que du coup j'avais mal entendu. Alors c'est un docteur en gestion de foule, enfin. Donc comme une foule et holoscopie. Fulloscopy. Ok. Et donc du coup il y a plusieurs exemples et on voit que par exemple Ce que la foule dit de nous. Exactement. Ok. Fulloscopie, ce que la foule dit de nous, de Mehdi Moussaïd. Très très bien, c'est ça. Okay. Et donc vous verrez qu'il y a des choses qui sont, l'exemple que je vais vous donner va rebondir là-dessus, en lean management, et on va le voir quand vous verrez sur les foules, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller très vite, et on se rend compte que plus on va vite dans une session de foule, et moins on va vite. Parce qu'à un moment donné, il y a un phénomène d'encombrement, et donc plus rien ne marche. Et on en va moins vite que si on marchait dès le départ. Et donc pour l'avoir vu sur une ligne, où on avait une cadence qui devait être très élevée, on avait un produit, on s'est dit, il va comme les autres, on va le faire aller très vite. Très bien, on l'a raté 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, j'ai dit on arrête, on le fait à la vitesse que j'ai envie qu'on le fasse. Et on l'a fait très doucement, et on l'a réussi. Et après, on a adapté la cadence à ce produit-là. Alors, effectivement, c'était un produit avec une faible quantité, mais on a réussi à faire un produit conforme, on n'a pas jeté de matière, on a moins mobilisé les machines parce qu'on n'a pas besoin de tout nettoyer. Donc, globalement, effectivement, on est moins rapide que sur d'autres références. Mais par rapport au taux d'échec qu'on avait sur ce produit-là, c'est-à-dire on réussit 1 fois sur 2 ou on ne réussit pas du tout, on était capable de le vendre. Donc, est-ce que à ce moment-là, il était judicieux de vouloir aller vite parce que notre vitesse habituelle, c'était temps et qu'on prenait du temps sur la ligne? C'est une réflexion qu'il faut se mener au moment où on fait aussi la partie optimisation. Est-ce que vraiment aller vite, c'est aller bien? Je pense que t'as une opportunité, je m'en rends compte là en t'écoutant, que peu de gens, en fait, il y a les usines comme les tiennes, où on va changer de produit assez souvent finalement. Tu vois, on va faire des nouvelles références, donc on est obligé de se remettre en question parce qu'il faut sortir le produit. Et donc du coup, le fait de faire des nouveaux produits te met dans cet état d'esprit de attends, il faut que ça marche. Donc je dois me remettre en question. Si ça marche pas, je me remets en question. Alors que on a beaucoup d'usines aussi, de par leur secteur ou leur métier, où on fait les mêmes produits depuis plus de 20 ans. Il y a eu très peu d'avancées technologiques, très peu de changements de référence. Et donc, du coup, c'est encore pire parce que on n'a pas de nouveaux produits, donc on se remet pas en question, en fait. Je pense que ça joue beaucoup, à mon avis. Les usines ou les entreprises qui changent leurs produits régulièrement doivent avoir, à mon avis, des produits plus optimisés que celles qui changent pas de produit. Disons qu'on a un mécanisme mental qui fait qu'on est toujours en train de réviser. On est toujours sur quelque chose de nouveau. À titre de référence, on lançait entre 50 et 60 produits nouveaux. Et là où je suis actuellement, donc chez Maison Rivière, on a eu un taux d'innovation qui est assez fort aussi parce qu'on a une volonté d'avoir beaucoup de nouveaux produits et c'est relativement stimulant. Et effectivement, on est toujours dans une réflexion permanente ce produit-là par rapport à celui qui est existant. Est-ce qu'il va être mieux? Est-ce qu'il est différent? Comment je vais le mettre sur la ligne? Est-ce que j'ai des choses qui vont arriver en plus? Et on change les matières premières et on change le packaging. Enfin, tout change. Et donc, en fait, on empêche l'opérateur qui est sur la ligne de s'habituer. C'est vrai. Et toi aussi, du coup, finalement. Oui. La direction aussi, il faut pas l'oublier. Les managers. Ce qui fait que tout le monde, effectivement, est toujours dans le questionnement permanent du qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer aujourd'hui. On vous invente un cassage de routine et de se phosphorer du comment on peut faire et comment on va y arriver. Donc, effectivement, on a cette réflexion qui est permanente. Peut-être que c'est plus difficile dans des usines standards, et on va dire standard dans le sens où il y a du monoproduit et où c'est toujours le même. Mais c'est là où qu'est-ce qu'on peut faire dans notre tête pour se dire ma visite du matin, elle n'est pas inutile ou je vois quelque chose de différent? Il faut considérer que le produit d'aujourd'hui est un produit nouveau. En fait, la visite d'usine dont tu parles, elle devrait être obligatoire quand on fait pas de nouveaux produits. Parce que sinon, on n'a aucune raison de descendre dans l'usine, on n'a aucune raison de se remettre en question. Et parce qu'en fait, alors quand je dis nouveau produit, tu vois, je vais inclure par exemple type de produit, parce que par exemple, mettons qu'on fasse, je sais pas, j'ai un exemple d'un client qui a des amis que je connais qui font des tables. Ils font des bureaux sur mesure. Donc tu pourrais te dire qu'ils font des nouveaux produits. Sauf que le procédé de fabrication, c'est le même. Depuis qu'ils ont lancé l'usine depuis quelques années, il n'a pas changé. Donc pour eux, c'est le plus dangereux, parce que finalement, à un moment donné, tu vas dire, mais c'est bon, je le connais le procédé. J'ai pas besoin de redescendre dans l'usine pour le regarder. Et en fait, si, c'est là où, du coup, ce que tu dis, c'est à ce moment-là, moi, je pense qu'il faut, que ça soit plus, c'est justement, quand vous connaissez votre usine, c'est qu'il est temps de... Il y a un exercice qui est
assez facile à mettre en place, mais après on peut vraiment l'étoffer de manière très très large. On fait un plan directeur d'usine ou un plan d'usine. On fait les petits ateliers, des opérations unitaires avec des petits bouts de papier et on imagine qu'on peut tout déplacer sans se mettre de barrière. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien. On peut réaménager comme on veut. On réaménage comme on veut. Et on voit si on a le même résultat que ce qu'on a aujourd'hui, ce qui serait un optimum, ou si on a complètement quelque chose qui soit différent. Et ça veut dire que dans les investissements suivants, il faudra peut-être réfléchir à j'avais mis cette table à cet endroit-là, ou j'avais mis ce pied à visser dans l'étape 2. Si je la mets dans l'étape 1, est-ce que ça me dérange et comment il m'influe? Ce serait un super jeu pour les opérateurs, j'imagine, tu vois, genre, tous les 6 mois, tu vois, tu leur envoies une invitation là sur un petit jeu en ligne où ils ont toute leur usine et ils peuvent dessiner l'usine comme eux ils le rêvent et comme ça tu détectes pas mal. J'aime bien. S'il y en a qui ont envie de développer une application, allez-y. Je vois le temps qui tourne et on va malheureusement finir avec mes trois dernières questions. Le grand classique, j'aime beaucoup celle-là. Je sais pas ce que tu vas nous sortir. Est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie en France? Tu peux cibler une industrie si tu veux. Tu peux cibler l'agroalimentaire, tu peux même cibler le cassoulet si tu veux, ou tu peux être plus large. Et voilà, est-ce que tu as un coup de gueule à nous faire passer? L'avantage, c'est que la France entière t'écoute. Donc, vas-y, passe ton coup de gueule. Est-ce que j'ai réellement un coup de gueule? Pas nécessairement. Si vraiment il y a quelque chose à dire, mais je pense que c'est pour toute entreprise et c'est pour tout secteur de métier, c'est le côté transparence qui nous manque. Ok, c'est-à-dire c'est en développement, c'est que des fois on a tendance, on le sait, par exemple, si vous avez un vice caché dans une maison, parce que c'est chez vous, vous l'aurez vu. Si vous avez un vice caché sur votre voiture, vous le saurez. Par contre, si vous avez un vice caché sur une fabrication de médicaments, une fabrication quelque chose que vous achetez, et même s'il y a un retrait rappel, combien de personnes ont vu qu'il y avait un retrait rappel sur un produit qu'ils ont acheté? Je vous mets au défi d'aller vérifier. Et pourtant, il y a des publications. Mais personne ne sait ce que vous avez acheté vous-même au bout de la ligne, donc vous n'êtes pas au courant du produit. Donc, en fait, voilà, si vraiment il y avait quelque chose, mais c'est ce qui est difficile. Même le boulanger, quand il a trop brûlé son pain, il dit aujourd'hui il n'a pas plus brûler, mais est-ce que vous le voulez quand même? Là, vous en avez conscience. Et vous n'avez pas conscience si c'est un plat cuisiné. Donc, ton coup de gueule, c'est la transparence. Ce serait plutôt la transparence. Si vraiment il fallait mettre quelque chose, c'est le côté transparence. Mais après, je comprends que ce soit difficile parce que à ce moment-là, vous avouez que le produit que vous êtes en train de vendre aujourd'hui est un peu moins bon que d'habitude. Et après, comment vous faites d'un point de vue marketing? Donc, il y a aussi la partie consommateur qui, des fois, a envie d'avoir un produit qui soit standard toute l'année. Sauf que, quand il achète un autre produit, ça ne dérange pas que ce soit un petit peu varié. Si vous allez chez votre boulanger et que la baguette, elle n'a pas tout à fait la même forme, vous l'achetez quand même. Ben oui. Et quand vous achetez un produit alimentaire, vous avez envie que ce soit toujours pareil. Et sauf que toujours pareil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Mais bon, là, il y a beaucoup à parler entre l'industriel et la personne qui achète. Les services consommateurs, les services marketing, c'est un gros sujet, ça, la transparence. Mais c'est, je valide ce coup de gueule, j'aime beaucoup. Je suis pour. De toute façon, la transparence à tous les niveaux ne peut être, à mon avis, que positive. Et si jamais ça soulève, comme on dit, tu sais, des tapis ou des vieux dossiers, c'est très bien parce que il faut que ça sorte et il faut justement qu'on en discute, qu'il n'y ait plus de tabous. Le problème aussi des tabous. On n'a pas parlé de comment t'étais tombé dans le lean. Je sais même pas si t'as fait des études de ça un petit peu ou si c'était sur le terrain. Vraiment, alors j'ai pas fait d'études sur le lean particulièrement, mais je pense que c'est du fait des contacts. Enfin, je pense que tu l'as très bien compris dans la manière dont je communique, et puis je pense que ceux qui nous écoutent auront peut-être le même ressenti, mais c'est du fait des expériences passées. C'est tout ce que mes supérieurs m'ont appris, c'est tout ce que les DG que j'ai eu de manière successive et tous les responsables qui m'ont dit voilà, cette petite chose là, et puis on prend un petit morceau parce que c'est intéressant, et puis j'oublie pas que quand on fait un produit, et puis pour l'avoir vu et puis pour le comprendre aussi, quand on est sur la ligne et pour l'avoir fait aussi parce que c'est important, et j'encourage, si vous pouvez, parce que ça c'est pareil, ça prend du temps, de remplacer un opérateur. Vous le remplacez 1 heure et puis vous verrez ce que vous en pensez, effectivement. Et tu vois, t'as répondu à ma prochaine question parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu conseilles de lire ou de faire à quelqu'un qui veut faire du lean, qui veut se lancer dans l'amélioration continue. Et en fait, alors tu peux dire autre chose, mais je trouve que cet exemple-là il est quand même génial.
Si vous voulez faire de l'amélioration continue, si vous savez pas par où commencer, commencez par aller bosser avec les opérateurs. Exactement. Je pense que on peut pas dire mieux. Tester une fois pour comprendre, au moins pour avoir leur ressenti. Parce que oui, ça paraît difficile. Mais est-ce que c'est réellement difficile? Vous verrez que c'est pas si simple que ça de tenir 8 heures sur une ligne. C'est clair. Du coup, trop bien. Merci beaucoup encore. On arrive à la dernière question. Le grand classique. Je t'ai posé des questions pendant quasiment 1 heure. Est-ce que toi, tu as une question du coup en retour à me poser? Que j'aurais comme question à poser à la société ou à Arnaud, tout simplement, quel serait le prochain challenge ou quelle serait sa prochaine idée pour aller plus loin dans la transmission du lean, parce que effectivement c'est toujours un partage et peut-être que le jeu sera un truc de découpage d'usine, mais quel serait toi ton prochain truc coup de cœur que tu as envie de faire? Nous, ce qu'on voit avec Déclic, à travers tous les exemples qu'on a terrain, même chez vous et chez ailleurs, c'est que il y a un énorme problème de communication. Et moi, je le traduirais de cette manière-là. Les opérateurs ont leur langage, les managers ont un autre langage, et les directeurs ont encore un autre langage. Et ces 3 entités-là d'une usine sont nécessaires au bon fonctionnement d'une usine. Les opérateurs font, les managers encadrent, animent, et les directeurs décident et débloquent les budgets et la vision, l'investissement, là où va aller l'usine. Et ce trio-là est nécessaire au bon fonctionnement d'une usine. Et en fait, il doit coopérer, il doit travailler ensemble. Le problème, c'est que, ils sont pas physiquement ensemble. Ces trois-là ne sont pas dans le même espace physique. Donc, ils ne vivent pas ensemble. Donc, ils vivent pas ensemble. Ils parlent pas le même langage. La communication, tu vois, déjà, elle est mal partie. Et ce sur quoi on travaille de plus en plus là, et c'est vraiment notre chantier, c'est que là, on a réussi à faire une première étape de transformation de la donnée. On a des boutons pour les opérateurs. On convertit ces appuis-boutons en tableau de bord avec des minutes pour les managers. Et ces minutes-là, ensuite, on les convertit en rapports financiers pour les directeurs avec de l'argent, c'est-à-dire de chiffre d'affaires non réalisé, c'est-à-dire, si on traite dans l'autre sens, c'est-à-dire des investissements à faire pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter la pérennité de l'usine, pour améliorer les conditions de travail des opérateurs, tout qui va ensemble. Donc là, on a réussi à faire, nous, si tu veux, la communication dans un sens. Et du coup, on est très content de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ça, on arrive à faire que, en posant des boutons dans des usines, on a un directeur d'usine 1 mois après qui va valider 200 000 euros d'investissement. Et pas sur un coup de tête, mais sur des faits basés sur des problématiques terrain, de vrais gens que ça faisait chier tous les jours. Et on a aidé à transformer cette information pour que le directeur comprenne et soit serein. C'est ça aussi, c'est important. Parce que moi, je me mets à la place des directeurs très souvent, qui soient sereins de savoir où il faut investir son argent et de combien ils vont pouvoir gagner. Donc là, c'est cool, on a fait dans un sens. Maintenant, pour moi, le défi, c'est qu'on arrive à faire la communication dans l'autre sens. Et je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Je sais pas encore comment on va le faire, mais pour moi, c'est le prochain défi de Déclic, c'est d'arriver maintenant à faire en sorte que, le directeur, il a validé le budget. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ça redescende bien jusqu'aux opérateurs et même que ça revienne encore, jusqu'au directeur. En fait, pour moi, c'est un aller-retour. C'est même pas un cercle. Tu vois, c'est pas un cercle comme on pourrait voir la route d'Hemming. Pour moi, c'est un aller-retour. L'information, elle fait un ping-pong de l'un à l'autre. Et elle doit jamais s'arrêter de faire du ping-pong. Et pour moi, c'est ça l'amélioration continue. Tout le monde voit l'amélioration continue comme un cercle. Moi, j'avais plus comme un va-et-vient entre trois entités. Avec toujours au milieu les managers, les opérateurs, les directeurs, et les 3 communiquent et s'échangent les informations comme ça. Oui, bien. On finira sur cette bonne note du triangle d'Arnaud, le triangle du lean. C'est à mon avis une nouvelle méthodologie en apprentissage. Le triangle du lean. C'est toi qui culture le podcast en plus. Et bien du coup, merci beaucoup Sébastien pour cette invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté
ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Si jamais vous voulez poser des questions à Sébastien, il est tagué sur ce post LinkedIn, ou vous pouvez le contacter sur LinkedIn, Sébastien Clodon. Je pense qu'il vous répondra avec grand plaisir. Si jamais vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à mettre en commentaire. Et si vous pensez que cet épisode mérite d'être écouté ou partagé, n'hésitez pas à taguer les gens en commentaire. Je vous remercie encore à tous et à toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Sébastien. Beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.